pendant la réforme des retraites, Ouais. où on avait abordé la question des retraites des femmes, pour montrer à quel point la réforme des retraites était défavorable aux femmes. Et c'était essentiellement des femmes qui avaient pris la parole à ce moment-là, des femmes de gauche. Et alors, dans quelles conditions? Ça veut dire qu'on nous huait, voilà, on nous empêchait littéralement de parler, voilà, on nous invectivait, etc. Essentiellement des hommes, hein, qui nous invectivaient, etc. Mais bon, bref. Et j'avais reçu un message de la part d'un étudiant, parce qu'il se trouve que les étudiants étaient, comment dire, étaient spectateurs ce Ah, jour-là, ils étaient dans les ils tribunes. étaient invités, ouais. Et voilà, ils étaient venus pour écouter les débats Ouais. et ils avaient été extrêmement choqués par la tournure de ces débats. D'accord. Une journaliste de BFM avait même témoigné du fait que certains avaient littéralement pleuré ce jour-là, de voir la tenue des débats en se disant, mais mon Dieu, mais en fait, c'est ça mon pays, c'est ça l'Assemblée nationale, c'est comme ça qu'on traite les femmes en France. Ouais. Et ça m'avait été confirmé par cet étudiant qui était donc présent ce jour-là, qui m'avait envoyé un message de soutien pour me dire qu'il était profondément choqué par la façon dont on avait essayé de m'empêcher de parler, que alors que je portais des idées enfin, qui lui semblaient salutaires pour le pays, et qu'en fait, que j'avais tout son soutien et qu'il espérait que ça ne m'empêcherait pas de continuer à mener correctement Waouh. mon travail. Et Ouais. j'avais été vraiment touchée, quoi. Mais je pense que ça montre vraiment à quel point la parole des femmes n'est pas respectée à l'Assemblée nationale. Ça montre à quel point c'est une institution extrêmement misogyne. Et, euh, et je pense vraiment que c'est, c'est important de venir voir au moins une fois dans sa vie les débats à l'Assemblée nationale pour se rendre compte du niveau de violence enfin, voilà, de cette institution. L'idée, c'est d'instaurer une trêve scolaire. Une trêve? Oui, une trêve scolaire, un peu comme sur le Oh. modèle de la trêve hivernale finalement. L'idée, c'est de ne pas pouvoir expulser Ouais. des familles qui ont un enfant scolarisé. Voilà. Et en fait, cette demande, elle est née notamment d'une histoire assez triste en fait qui a été vécue par la marraine justement d'École pour tous qui s'appelle Anina Chouchou. Il se trouve parce qu'elle est avocate, elle s'était beaucoup battue pour permettre à une petite fille rom d'être scolarisée. Donc, c'était un long combat. Et en fait, il se trouve que après beaucoup de mois à se battre, etc., elle avait fini par obtenir, avec du retard, la scolarisation de l'enfant. Mais cette victoire a été entachée par le fait que la famille, peu de temps après, a été expulsée. Et donc, du coup, l'enfant Ah, n'a pas pu continuer sa scolarité. Et donc, en fait, c'est de là qu'est née cette revendication ouais. d'une trêve scolaire. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte de respecter tout simplement à la fois notre constitution, le code de l'éducation aussi, qui dit que l'éducation, en fait, c'est la première des priorités, quoi. Et puis, comment dire, enfin, les droits de l'enfant dont on est signataire aussi, accessoirement. Euh, et parce qu'il faut savoir que concrètement, un enfant, quand il est expulsé et que du coup, qu'il y a rupture scolaire, il met 6 mois à pouvoir, en moyenne, hein, 6 mois à pouvoir retrouver le chemin de l'école. Donc en fait, c'est le condamné en fait à être complètement, Oui, enfin voilà, déscolarisé, en échec scolaire, et du coup, il prend ça du entretient, retard. Ouais. voilà, il prend du retard, et du coup, ça entretient forcément la misère parce que quand on est expulsé, c'est qu'en général, on est quand même précaire, hein, et donc Ouais. forcément, en fait, on est condamné en plus à avoir l'avenir de quelqu'un de précaire. Donc voilà, c'est empêcher ces enfants de sortir de la précarité. Les instituts médico-éducatifs, c'est ça, hein, je me trompe pas. Oui, c'est ça. Et en fait, il manque de place et du coup, ça ne respecte pas certaines règles françaises. Et du coup, tu as posé une question au gouvernement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette question et la réponse qui t'a été faite? Institut. Et en l'état actuel des choses, on manque cruellement de place dans les IME. Et je m'en rends compte au quotidien, puisqu'en fait, lors de mes permanences parlementaires, je suis souvent interpellée par
par des parents en fait qui sont démunis parce que leur enfant devrait être en IME et bah, il n'y a pas de place. Et du coup, ils me demandent d'écrire un courrier pour les aider à trouver une place. Waouh. En fait, parfois j'arrive à, voilà, comment dire, à les aider, mais c'est extrêmement rare parce que les places sont tellement, voilà, tellement peu nombreuses que c'est vraiment difficile. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai interpellé la ministre, voilà, pour savoir, enfin, parce que en disant, voilà, bon, en fait, évidemment, moi, je ne sais plus quoi répondre aux gens, c'est-à-dire que il y a un manque cruel de place. Qu'est-ce que Ouais, vous faites? Qu'est-ce que vous attendez pour c'est créer une ça. nouvelle place, etc. Et quel est votre plan pour parvenir justement à répondre à toutes les demandes et tout? Et en fait, concrètement, on m'a juste répondu que des places allaient être créées, mais sans me préciser Quand? quand, combien. Comment? Enfin, voilà, c'est super. Bon, bah, la réponse la plus évasive possible. Ouais, donc ils ont pas de plan en fait, c'est un peu comme d'habitude. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est aussi une manière de ne rien faire en fait. Quand on dit on va faire ça, on donne pas de délai et en fait rien nous engage à le faire. Oui, mais c'est ça, exactement. C'est faire mine de se soucier du sujet et en réalité. Mais Pas j'avais du l'impression que tout. même. Enfin, parce que du coup, c'est même pas Madame la ministre qui m'avait répondu, c'était le ministre de l'enseignement supérieur. J'ai envie de dire, oh, c'est aucun rapport, mais bon, bref. C'était lui qui était là ce jour-là. Et en fait, j'avais vraiment le sentiment qu'il ne croyait même pas lui-même en ce qu'il disait. Donc, Ouais. Bah, c'est vrai quand on regarde régulièrement les auditions, c'est un peu plat, hein. Enfin, ils partent dans tous les sens, mais c'est que du vide, du vide, du vide. Il y a aucun élément concret qui sont donnés. Les questions pourtant sont claires, mais la réponse, elle est souvent pas à la hauteur ouais, en c'est ça. fait. Et en fait, le problème, c'est que là, en l'occurrence, on parle de la question du handicap. Et le handicap, on voit que c'est clairement pas leur priorité, quoi. Et pourtant, c'est vraiment un sujet qui est primordial, qui est transversal, parce qu'en fait, en vérité, à chaque sujet, il faudrait se poser la question du handicap. Enfin, sur les transports, il faudrait penser à la question du handicap, par exemple. Voilà, donc je disais sur l'éducation, il faut penser à la question du handicap. Et on pourrait encore, enfin voilà, enfin, bref, le sport, pareil, etc. C'est vraiment un sujet qui devrait en fait nous occuper l'esprit tout le temps, de la même façon que les droits des femmes, de la même façon que la question du racisme, etc. C'est vraiment des sujets qui normalement devraient être au cœur de tous les autres sujets. Et on voit qu'en fait c'est clairement pas leur priorité. D'ailleurs, il y a un élément assez, comment dire, une anecdote que j'aimerais raconter qui montre bien à quel point c'est vraiment pas euh, au cœur des priorités de nos gouvernants. C'est-à-dire que il a fallu attendre quand même 2022 pour qu'on ait un député en fauteuil roulant. Alors, c'est un handicap Ah, parmi d'autres, parce qu'il y a aussi tout plein handicaps qui sont invisibles, je préfère le préciser. ouais, c'est vrai. Euh, mais voilà, donc dans ce cas précis, c'est la première fois qu'on avait un député en fauteuil roulant. Eh bien, rien n'était du tout adapté à l'hypothèse qu'on puisse avoir un député en fauteuil roulant. Donc, il a fallu adapter absolument tout, créer une rampe au sein de l'hémicycle pour qu'il puisse siéger. Euh, et en fait, il se trouve que parmi les modalités de vote, quand on vote dans l'hémicycle, eh bien, soit on vote en scrutin public, on appuie sur un bouton pour, C'est contre, ça. abstention, Ouais. soit on lève la main, Ah, euh, d'accord. abstention aussi, bref, et soit on fait un vote assis debout. Et là, on Ah, s'est rendu compte que bah, le vote assis debout, c'est pas vraiment adapté quand on a des personnes en fauteuil roulant, en fait. Et ouais. donc, il a fallu seulement attendre cette année pour que le vote assis debout soit abrogé. Waouh. Donc, ça montre bien, en fait, à quel point, jusqu'au cœur de nos institutions, jusqu'au cœur des institutions de la République, Ouais. on n'a pas à l'esprit la question du handicap.